Bonsoir, chers auditeurs. Nous allons faire aujourd'hui la deuxième séance du cours de motivation des ressources humaines. Comme vous le savez, la semaine dernière, on a fait une première séance vidéo, n'est-ce pas, où on a expliqué la gestion des ressources humaines en général, mais aussi la motivation du personnel. Et c'est une séance qui a été suivie de deux séances interactives, n'est-ce pas, qui se sont déroulées le week-end dernier. Et lors de cette première phase du cours, on a démarré avec d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition des ressources humaines et le premier chapitre du cours de motivation, c'est-à-dire la définition de la motivation, de la motivation en général. Et pour rappel, nous avons dit que la gestion des ressources humaines, c'était l'ensemble des activités qui permettent à une entreprise de disposer de ressources humaines en quantité et en qualité. Et on avait défini, n'est-ce pas, en tout cas, les concepts qui composent cette définition. Et aussi, on avait identifié trois étapes liées à la gestion des ressources humaines. On avait dit aussi que la première étape de la gestion des ressources humaines, c'était l'acquisition du personnel avec le recrutement, n'est-ce pas? Et la deuxième étape de la gestion des ressources humaines, c'était la conservation et le développement des RH, où on va placer l'objet de notre cours qui est la motivation, parce que c'est dans cette phase, n'est-ce pas, de la gestion des ressources humaines où on essaie de fidéliser nos ressources humaines et aussi de les développer, parce que c'est une des grandes problématiques liées à la gestion des ressources humaines actuelles. Comment faire pour retenir les meilleurs talents dont l'entreprise dispose. Et en dernier lieu, nous avons dit que la dernière étape de la gestion des ressources humaines, c'était les sorties. Les sorties par quoi? Par la démission, par la retraite, par le licenciement et par le décès. Et ensuite, on avait enchaîné avec le premier chapitre du cours de motivation des ressources humaines. Dans ce premier chapitre, nous avons traité de la définition de la motivation. On avait dit que la motivation, c'était ce qui poussait l'individu à agir, n'est-ce pas? Et on avait aussi donné les enjeux de la motivation. D'abord, la motivation des ressources humaines permet de conserver ses talents au-delà même des considérations salariales en proposant un climat social et des conditions de travail propices à l'investissement et à l'épanouissement du personnel. On avait dit aussi comme enjeu que ça permettait d'impliquer les collaborateurs dans leur mission et leurs tâches pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, quelles que soient les circonstances. Ça veut dire quoi? C'est un pari gagnant, c'est-à-dire une productivité accrue pour l'entreprise et plus de plaisir et de bien-être au travail pour les salariés. C'est-à-dire que alors, pour les enjeux de la motivation, on peut identifier les enjeux liés en tout cas les enjeux pour l'entreprise liés à la productivité, n'est-ce pas, au gain de part, mais aussi les enjeux pour l'employé, c'est-à-dire que s'il y a une bonne politique de motivation, l'employé va trouver du plaisir, n'est-ce pas, à bien faire sa tâche, mais aussi aura un bien-être au travail. Lors des séances interactives aussi, on avait donné, n'est-ce pas, des cas pratiques, un cas pratique, n'est-ce pas, par rapport à la source de motivation des employés, des différentes catégories d'employés, parce que la motivation, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose qui est statique, et puis ce n'est pas quelque chose qui... les employés, tous ne peuvent pas avoir tous les mêmes sources de motivation. C'est-à-dire que ça dépend de beaucoup de facteurs qui vont intervenir dans la source de motivation de l'employé. N'est-ce pas? Et par rapport aussi aux catégories socio-professionnelles, n'est-ce pas, on peut trouver des motivations peut-être des sources de motivation qui peuvent être similaires pour une catégorie et peut-être différentes pour une autre catégorie. Et tout ça, ça veut dire que nous, spécialistes RH, nous devons, par rapport aux différentes catégories de personnel qu'on a dans l'entreprise, essayer d'identifier quelles sont les attentes des uns et des autres, quelles sont leurs attentes et quels sont leurs besoins. Et par rapport à ces besoins-là, c'est là où on avait mis en exergue un peu la pyramide de Maslow, avec l'identification des besoins, n'est-ce pas, des 5 besoins qui ont été développés par Abraham Maslow. Et Maslow avait hiérarchisé, n'est-ce pas, 5 besoins
selon lui, c'est-à-dire l'individu agit selon ses besoins, c'est-à-dire c'est par rapport aux besoins qu'on a qu'on va agir et essayer de satisfaire à ce besoin-là. Et qu'une fois qu'un besoin est satisfait, on va aller vers un besoin supérieur. Même si, n'est-ce pas, la pyramide de Maslow est critiquée par certains auteurs, elle reste, disons, opérationnelle et puis on peut l'utiliser, on peut l'appliquer comme exemple, n'est-ce pas, dans la vie courante mais aussi en entreprise. Maslow avait identifié ces 5 besoins-là. D'abord les besoins primaires, n'est-ce pas, c'est-à-dire les besoins physiologiques, manger, respirer, n'est-ce pas, et en deuxième lieu, il avait identifié les besoins de sécurité, n'est-ce pas, et en troisième lieu, les besoins d'appartenance, et en quatrième, les besoins d'estime de soi, et en cinquième, les besoins d'accomplissement personnel. N'est-ce pas? Et cette pyramide pouvait être appliquée dans la vie professionnelle et catégoriser, n'est-ce pas, les sources de besoins de nos employés. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, tous les employés ne peuvent pas avoir les mêmes besoins, c'est-à-dire les mêmes attentes par rapport, n'est-ce pas, dans l'entreprise. C'est pourquoi, il faut, en tant que RH, il faut avoir cette approche-là qui nous permet d'identifier, n'est-ce pas, les attentes des employés, n'est-ce pas, et essayer d'y apporter une réponse à sa juste valeur. Maintenant, pour cette séance, nous allons voir aussi la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Selon Russell nous dit que la motivation intrinsèque se définit comme les forces qui incitent à effectuer des activités volontairement, par intérêt pour elles-mêmes ou par plaisir et la satisfaction que l'on en retire. C'est ça la motivation intrinsèque, c'est-à-dire ça vient en nous, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est externe à la personne, à l'individu, qui va le faire agir. Peut-être, n'est-ce pas, ce qui fait agir l'individu se trouve en lui-même, n'est-ce pas. Il y a aussi la motivation extrinsèque, quant à elle, se situe à l'extérieur du sujet, c'est-à-dire ce sont les renforcements, les feedbacks et les récompenses qui alimentent la motivation. Et ça, c'est là où on dit que c'est un levier, n'est-ce pas, la motivation extrinsèque, c'est un levier sur lequel peut-être l'employeur, si je donne comme exemple l'entreprise, l'employeur agit sur ce levier-là pour agir, n'est-ce pas, pour faire agir du moins l'employé. Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire, ça peut être les conditions de travail, ça peut être, bon, quand je dis les conditions de travail, les conditions financières avec la rémunération, les conditions matérielles, n'est-ce pas, mais aussi ça peut être les conditions organisationnelles ou bien les conditions humaines ou sociales dans l'entreprise. C'est-à-dire que alors c'est quelque chose qui est externe à l'individu et qui le fait agir. Et ce levier-là, si on n'agit pas sur ce levier, alors l'employé ne sera pas motivé, ne va pas agir, n'est-ce pas? Alors la différence entre ces deux types de sources de motivation, c'est que la motivation intrinsèque, c'est-à-dire l'employé, n'est-ce pas, l'agent ou l'individu n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un levier externe pour le faire agir. Il agit parce que la tâche ou bien l'activité qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va en tirer une satisfaction personnelle, n'est-ce pas, il incite à effectuer des activités volontairement par intérêt pour elle-même ou bien pour le plaisir et la satisfaction que l'on en retire. Ça, c'est la motivation intrinsèque. Et celle extrinsèque, c'est-à-dire c'est des leviers sur lesquels on agit pour faire agir l'employé. On dit aussi que pour la motivation intrinsèque, elle correspond aux intérêts spontanés de la personne. N'est-ce pas? L'activité en elle-même apporte des satisfactions indépendamment de toute récompense extérieure. Et l'envie d'explorer un objet inconnu se suffit à elle-même. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est un engagement dans le cadre de la motivation intrinsèque. C'est un engagement personnel, n'est-ce pas? C'est une implication personnelle. Et c'est ça que les entreprises maintenant cherchent, n'est-ce pas, avec les employés. C'est-à-dire
que ça soit spontané. La motivation, n'est-ce pas, le souhait d'agir, que ça soit spontané, n'est-ce pas, qu'on n'ait pas besoin de levier externe pour faire agir l'individu. Et c'est ça que les entreprises cherchent actuellement, c'est-à-dire l'implication de leur personnel, n'est-ce pas, leur engagement personnel. Et la motivation extrinsèque, elle, le collaborateur effectue une activité pour en tirer un avantage, pour éviter un désagrément, n'est-ce pas, c'est-à-dire les éléments externes, que ça soit peut-être un avantage, comme je l'avais dit tout à l'heure, un avantage lié à la rémunération, ou bien un avantage lié aux conditions matérielles, ou bien aux conditions sociales et humaines qui existent dans cet environnement. C'est-à-dire que c'est ça qui nous fait agir. Le salarié donc est motivé par un élément extérieur au travail lui-même, ou par la récompense que lui procure l'activité dans laquelle il est engagé. Le salarié extrinsèquement motivé cherche donc à obtenir une récompense ou à éviter une sanction. Ce que vous voyez, et là, ça veut dire que ce n'est pas un engagement personnel, mais il y a derrière quelque chose, n'est-ce pas, qui nous fait agir. C'est ça, comment dire encore, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Maintenant, pour les sources de motivation du personnel. Là, on va prendre comme, n'est-ce pas, comme guide de travail l'ergonomie. On va utiliser l'approche ergonomique, n'est-ce pas, pour trouver et donner des exemples, n'est-ce pas, pratiques à la motivation des ressources humaines, du personnel. On va prendre l'approche ergonomique. D'abord, on va définir l'ergonomie. L'ergonomie, c'est quoi? C'est une discipline scientifique, et ça, cette définition, elle est donnée par l'International Ergonomics Association. Elle dit que l'ergonomie est la discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes d'un système. Et la profession qui applique les principes théoriques, données et méthodes en vue d'optimiser le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes. Les praticiens de l'ergonomie, n'est-ce pas, les ergonomes, contribuent à la planification des tâches, la planification du travail, mais aussi la conception et l'évaluation des tâches, des emplois, des produits, des organisations, des environnements et des systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes. N'est-ce pas? Selon cette définition, on voit que on étudie les conditions de travail et l'environnement de travail de l'employé, et pour essayer de l'adapter, comme on l'a dit, par rapport à d'abord les rendre compatibles avec les besoins, n'est-ce pas, des individus, mais aussi les adapter par rapport aux capacités et les limites des personnes. Est-ce que vous voyez? Là, on cherche maintenant, et l'objectif ici, c'est le bien-être des employés, mais aussi la performance globale des systèmes. Est-ce que, parce que c'est, comment dire encore, ce sont ces deux éléments-là qui permettront à l'entreprise d'être performante. La performance du capital humain, c'est-à-dire des personnes au sein de l'entreprise, n'est-ce pas, dépend souvent de leur bien-être dans cette entreprise, n'est-ce pas, dans quelles conditions de travail, dans quelles conditions, n'est-ce pas, ils font leur mission, quel type d'organisation on a mis en place, n'est-ce pas, est-ce que aussi le système, c'est-à-dire quel type de système on a mis en place, est-ce que ce système-là est adapté aux besoins des employés, est-ce que ce système est adapté aux capacités de nos employés, et est-ce qu'on connaît les limites de ces employés, n'est-ce pas, pour faire la planification des tâches, mais aussi des emplois. L'ergonomie traite de l'adaptation des conditions de travail aux capacités et caractéristiques de la personne active et des capacités d'adaptation de cette personne à sa fonction. L'ergonomie ne se préoccupe pas seulement de l'adaptation des équipements de travail aux dimensions corporelles, elle s'intéresse aussi à une organisation du travail à mesure humaine, ainsi qu'au contenu et à l'environnement du travail. C'est-à-dire que là, au-delà même de l'aspect, comment dire encore,
conditions matérielles du travail, c'est-à-dire le poste, le contenant, c'est-à-dire le lieu où la personne va exercer son métier. Ce sont les aspects physiques, n'est-ce pas? Dans quel environnement physique nous allons travailler? Quel type de matériel avec lequel on va travailler? Est-ce que ce matériel-là est adapté, n'est-ce pas, comment dire encore, aux conditions humaines? Mais c'est-à-dire, au-delà de tout ça, l'ergonomie aussi va s'intéresser à l'organisation même du travail. C'est-à-dire, au-delà des aspects physiques, l'ergonomie va toucher les aspects contenus du poste, c'est-à-dire les missions. Est-ce que les missions du poste sont adaptées aux compétences de l'employé? Et l'environnement de travail aussi. L'ergonomie aussi va traiter de l'environnement de travail. L'environnement physique, l'environnement matériel, mais aussi l'environnement organisationnel. C'est pourquoi, au niveau de cette partie-là, j'ai choisi de faire la source de motivation du personnel à travers une étude précise de l'ergonomie. Parce que c'est avec cette étude-là qu'on pourra identifier de façon assez globale les sources de motivation de nos employés. Bon, je vais m'en arrêter là pour cette partie où on a fait la définition de l'ergonomie, n'est-ce pas, les objectifs de l'ergonomie, c'est-à-dire le bien-être des employés, mais aussi la productivité et la performance de l'entreprise. Lors de la séance interactive, je pense qu'on aura le temps, avec vos recherches et peut-être les questions que vous allez en tout cas exposer dans le groupe, nous allons plus approfondir ce concept d'ergonomie et les sources de motivation du personnel avant d'aller au fond, n'est-ce pas, avec les différents types d'ergonomie qui existent et définir aussi, comment dire encore, la mise en place d'une bonne ergonomie qui est adaptée aux besoins des employés et qui sert aussi la productivité de l'entreprise. Bon, je vous demanderai, comme toujours, hein, de faire des recherches par rapport à l'ergonomie, par rapport aux sources de motivation du personnel. Et lors des séances interactives comme ça nous permettra peut-être de mieux échanger pour approfondir les différents concepts. Je vous remercie et bonne soirée.